Autrefois, les gens avaient peur ne serait-ce que de regarder la colline. Le guide qui a conduit le premier étranger sur le site s'est retourné et a montré du doigt la colline derrière lui en disant qu'il n'allait pas plus loin. Vraiment? Que se passait-il si on regardait la colline? On avait peur de devenir aveugle, voire de mourir. La montée est pénible. Ce n'était pas si dur. Cette vue efface toute ma fatigue. C'est sublime. On comprend pourquoi ils ont construit leurs habitations ici. Il y avait ici une grande enceinte en pierre, des huttes pour les serviteurs et des palissades en bois tout autour de la colline, vraisemblablement pour la protéger des attaques ennemies et préserver la tranquillité du souverain. C'est d'ici que vient le petit rhinocéros. On l'a trouvé dans ces parages. Toute cette zone, qui va de là-bas jusqu'ici, était un site funéraire. Les défunts étaient enterrés en position assise, face à l'ouest. Ils portaient tous des bracelets en or. On mettait aussi dans leur tombe des vases en argile remplis de milliers de perles dorées. En quoi ce site est-il si important? Mapungubwe est le tout premier royaume d'Afrique australe. Il est à l'origine de toutes les lignées royales que l'on peut rencontrer dans cette partie du continent. Mapungubwe signifie le lieu de la pierre de sagesse. Les constructions ont disparu depuis longtemps. Seuls les objets en or du musée de Pretoria prouvent l'existence de ce royaume. Cédric tient absolument à me montrer un autre vestige qui a résisté au temps. Ça, c'est un jeu auquel jouait le peuple de Mapungubwe il y a 1000 ans. Il s'appelle Maruba en Soto et Mafuva en Venda. Je crois que je le connais. Ah bon? Ma famille est originaire d'Afrique de l'Ouest. On a un jeu qui ressemble à ça et qui s'appelle Oware. L'Oware est un jeu de stratégie très ancien. Ça se corse. J'ai toujours cru que l'Oware était propre à l'Afrique occidentale. Mais la présence d'une variante de ce jeu à Mapungubwe prouve l'existence de liens intercontinentaux. Ce royaume n'était pas isolé. Après son déclin au XIIIe siècle, un autre royaume plus éminent lui succéda, le Grand Zimbabwe. Bonne nouvelle, nous avons enfin obtenu l'autorisation de filmer au Grand Zimbabwe, le plus grand royaume d'Afrique australe. On ne se déplace pas comme on veut dans le Zimbabwe actuel, résultat de la dictature de Mugabe. Obtenir la permission de tourner au Zimbabwe a été tout sauf facile. Il nous aura fallu remplir des tonnes de formulaires, être persuasif, mais ça y est, on a notre autorisation. Même avec un laissez-passer, rien n'est sûr au Zimbabwe. Nous devons d'abord traverser une frontière. Ça y est, cela a duré des heures, mais nous sommes enfin entrés, et très impatients. Au XVIe siècle, un capitaine portugais a décrit le Grand Zimbabwe sous des traits quasi mystiques. Entre les mines d'or des hauts plateaux se trouve une gigantesque citadelle, construite entièrement en pierre, sans emploi de mortier. Le Grand Zimbabwe était l'Eldorado de l'Afrique, un lieu de mythes et de mystères. J'ai rendez-vous avec l'archéologue Edward Matanga. Il m'explique que les ruines sont d'une telle importance pour les gens d'ici
que je dois d'abord obtenir la bénédiction de la gardienne spirituelle du lieu avant de pouvoir entrer. Ambuya dit que vous êtes le bienvenu au Grand Zimbabwe. Vous êtes notre invité d'honneur. Nous allons vous conduire à l'entrée sacrée du site. Merci, c'était un très bel accueil. Comme Manikenyi et Mapungubwe, le Grand Zimbabwe joue également un rôle spirituel pour de nombreux peuples de la région. Jusqu'en 1890, cet endroit était interdit aux étrangers. Mais vous n'êtes plus un étranger maintenant que vous avez été accepté. J'en suis très honoré. Il fallait suivre un rite initiatique. Cela consistait à franchir l'entrée où le gardien, le chef spirituel du lieu en quelque sorte, vous laissait accéder au site. Je vois. C'est donc elle la clé du site. Oui, c'est elle. C'est elle qui décide ou non d'ouvrir la porte d'entrée. C'est la tradition, on s'arrête là? Oui, arrêtez-vous là. Vamatorevu havana kuuya nehondo vauya nemufaro kuti tizosara tichifara naye vagofamba vachifara ndatenda hangu muzari ndozarura kiyenye makandipa fambai zvakanaka navana fambai navo zvakanaka muzari zarura vafambe zvakanaka ngavapinde vanorugare. Elle dit que vous pouvez entrer. Par un étroit sentier rocailleux et escarpé, on accède à cet ensemble en pierre, célèbre dans le monde entier, le plus grand et sans doute le plus ancien du sud de l'Afrique. Durant 200 ans, les souverains du Grand Zimbabwe ont régné sur un puissant royaume entre le Zambèze et le Limpopo, un territoire qui recouvre une grande partie de l'actuel Zimbabwe et une portion du Mozambique. Ce lieu était sa capitale, son palais et sa citadelle. C'est le berceau de nombreux peuples de la région. Leurs descendants habitent maintenant en Afrique du Sud et au Botswana, entre autres. Du XIe au XIIIe siècle, les habitants du Grand Zimbabwe ont contrôlé les mines d'or des hauts plateaux. Ce lieu est une émanation de leur richesse et de leur pouvoir. Les murs semblent surgir directement du sol. À certains endroits, ils se dressent au style, à d'autres, ils forment d'étroits passages. Cet exploit architectural stupéfie les experts. Aucun mortier n'a été utilisé. Les murs ne doivent leur stabilité qu'à une précision exceptionnelle et au savoir-faire des artisans. C'est le mur le plus grand. Il mesure 11 mètres de haut et 6 mètres de large à la base. On estime que plus d'1 million de briques ont été utilisées. Ce lieu est l'équivalent d'une ville médiévale de 20 000 habitants, qui vivaient répartis en différentes classes sociales. Nous nous trouvons maintenant au sommet de la colline. Le site est constitué de 3 grands ensembles. La colline, les ruines de la vallée, avec leurs immenses murailles, et au-delà des murs, des habitations qui s'étendaient sur une superficie d'environ 720 hectares, mais dont il ne reste aucune trace aujourd'hui. Comme à Mapungubwe, le roi semblait vivre à l'écart de ses sujets. Grâce aux murs épais,
Les riches, les puissants et les chefs religieux étaient assurés de rester entre eux. Ce site est un vrai labyrinthe. On ignore pourquoi on a aménagé autant de passages. À mon avis, c'était une question de protocole. On voulait canaliser la circulation des personnes. Certaines n'avaient pas accès à tel ou tel lieu et devaient emprunter des passages spécifiques. Il y avait des passages réservés aux rois et à leurs épouses, et d'autres réservés à la plèbe. Le rôle de ce site et l'identité de ses bâtisseurs ont longtemps fait l'objet d'une virulente controverse. Les Britanniques, qui régnèrent sur la région à la fin du XIXe siècle, ont nié la possibilité que ce royaume ait pu être fondé par un peuple africain. Aujourd'hui, nous savons que le Grand Zimbabwe fut bien l'œuvre des Africains, et non celle des Phéniciens ou des Arabes. Les mines d'or se trouvaient à 40 km de là. L'or avait une importance capitale. Et nous savons qu'on en faisait le commerce entre l'arrière-pays de l'Afrique australe et la côte de l'Afrique de l'Est. Et de là, il partait pour la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. C'est ce qui explique la prospérité de ce peuple et le fait qu'il ait pu édifier ce site. Les archéologues ont retrouvé des perles, des bracelets, de la porcelaine et du verre en provenance de Chine et du Moyen-Orient. Les marchands ont dû gagner l'intérieur des terres depuis le port de Kilwa-Kisiwani. Une découverte en particulier atteste des relations entre le Grand Zimbabwe et le reste du monde. La pièce de monnaie du XIVe siècle en provenance de Kilwa-Kisiwani, frappée au nom de Hassan ibn Suleiman. Cette pièce est la preuve que le port et le Grand Zimbabwe étaient les maillons d'un immense réseau commercial. Ils étaient les deux extrémités d'une seule et même route de commerce. L'or et d'autres marchandises étaient acheminés au départ de l'océan Indien jusqu'en Arabie, en Inde et en Chine. Le Grand Zimbabwe, considéré comme un des royaumes d'Afrique les plus avancés, déclina au XVe siècle, comme Kilwa. Les deux sites sombrèrent dans l'oubli pendant des siècles. Le Grand Zimbabwe a donné son nom à l'actuel Zimbabwe. Preuve que les anciens royaumes ne disparaissent jamais totalement. Mon périple a commencé très loin d'ici, sur la côte Swahili. Je pensais alors ne découvrir qu'une histoire d'or et de commerce. Mais j'ai découvert beaucoup plus. J'ai trouvé une autre Afrique dans les ruines de civilisations anciennes. Nous en savons encore trop peu sur l'histoire de ce continent et de ses anciens royaumes. Mais une chose est sûre, il se perpétue. Ici, le passé est encore très présent. Il imprègne de façon tangible le quotidien de ce peuple, sa culture et son identité. Demain, c'est la culture et l'identité du Mali et du Nigeria que nous fera découvrir Gas.